Bonjour à toutes et tous. Je pense que nous pouvons commencer. La salle est grande et j'ai l'impression que la soirée d'hier a été assez intense. Mais on va tout de même commencer, même en laissant des gens arriver ultérieurement, pour ne pas perdre de temps, puisque nous avons la chance d'avoir un très beau panel d'intervenants que je vais vous présenter très vite. Simplement en deux mots, pourquoi cet atelier? Donc on constate, vous le savez, j'apprends rien à personne, un décalage assez important entre les intentions de projet de la filière hydrogène, pas seulement en France, et les décisions finales d'investissement. Et malgré les nombreuses stratégies hydrogènes qui ont été déployées dans de nombreuses régions du monde, dans beaucoup de pays, malgré l'argent public qui a été annoncé, voire déjà déboursé, assez conséquent, donc je ne reviens pas sur tout ce que vous connaissez déjà, l'IRA, etc. En Allemagne, récemment, une nouvelle loi d'accélération de l'hydrogène a été adoptée avec une aide d'État de 3 milliards d'euros accordée par la Commission européenne pour commencer à développer un premier réseau d'infrastructures hydrogène. Et en France, malgré le mécanisme de soutien à la production pas encore sorti, voilà, c'était quand même 9 milliards d'euros promis pour une stratégie hydrogène en 2020. Donc on voit bien malgré tout et en tout état de cause que l'argent public ne suffit pas d'ores et déjà, ne suffira pas. Et on va essayer de s'interroger aujourd'hui avec l'ensemble de nos intervenants sur l'enjeu de la bonne mobilisation de l'ensemble des acteurs financeurs, chacun à leur niveau. Ils s'adressent à différents types d'acteurs industriels, différents types de projets, différents niveaux de maturité. Et on va essayer de croiser les regards sur la manière dont on peut articuler financement public, financement privé, différents outils de financement, différents enjeux de dérisquage, compte tenu de la complexité de la chaîne de valeur de l'hydrogène qui touche différents segments, enfin qui est à la jonction de plusieurs segments, industrie, énergie, mobilité, donc c'est très complexe. Voilà. Donc on va ensemble interroger tout ça. Donc nos intervenants, je vous les présente en deux mots. Donc David Pomonti, qui est responsable, je vous laisse lever la main, voilà, du domaine écotechnologie de BPI France. Élise Stoffès, responsable du pôle énergie renouvelable de la Banque des Territoires. Nicolas Brahi, secrétaire général de I24. Guillaume Blanchet, directeur d'investissement du fonds UI Investissement. Mathilda Rullier, chargée d'affaires au CACIB, Banque d'investissement du Crédit Agricole, et Catherine Guillemin, présidente de SAT Science. Alors, comment nous allons fonctionner? Au départ, on va quand même proposer à chacun de nos intervenants de se présenter et présenter en 3 minutes chrono le domaine dans lequel chacun intervient et les services proposés par chacune des organisations ici représentées. Donc 3 minutes, c'est moi qui donnerai le tempo, si vous voulez bien. Donc je lèverai le doigt quand ce sera le moment de conclure. Et puis après, avec 2-3 questions, on fera passer la parole entre les uns et les autres. Donc nous allons commencer, David, par toi, si tu veux bien. En 3 minutes, tu as 2 slides, je crois, donc tu peux me... Une planche même. Ah, une slide. Voilà. Ceux qui en ont 2, vous me faites signe de passer la suivante. À toi, Alors, David. effectivement, merci Christelle. Pas évident de résumer en 3 minutes et une planche, mais l'exercice était intéressant. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des métiers de BPI France. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, tout ce qui est le cofinancement, l'accompagnement, l'investissement. L'idée ce matin, c'est vraiment de se focaliser sur, je pense, ce qui intéresse en priorité les développeurs des projets sur la filière hydrogène. C'est en fait l'ensemble des financements, notamment dans le cadre de France 2030, pour justement accompagner les projets. L'idée, en fait, s'il y avait une idée à retenir de notre offre de soutien à l'innovation, c'est la continuité des dispositifs. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un dispositif qui est adapté finalement à chacune des phases d'une entreprise. Donc ça démarre vraiment à l'amorçage, c'est-à-dire quand il y a le transfert de technologie en sortie de laboratoire pour justement accompagner les premiers pas des startups. Donc là, on a des dispositifs, ce qu'on appelle des aides à la deep tech, des bourses French Tech, des aides au développement deep tech. Et puis assez rapidement, on essaye. Alors l'idée, c'est que ça se passe bien. Voilà, c'est que
la mayonnaise prenne et que les projets avancent. Et ensuite, on a des dispositifs d'accompagnement un peu plus importants, des dispositifs comme le concours Innov, le concours ILAB, le dispositif IDEMO aussi, hein, qui lui est un peu plus en aval. L'idée, c'est vraiment de faire la démonstration des projets, hein, de TRL 4.5 à TRL 7.8, hein, pour ceux à qui ça parle. Et dans une logique aussi de complémentarité, hein. Il y a l'ADEME, évidemment, qui est un opérateur extrêmement important sur l'hydrogène. Et donc, on essaie justement d'avoir des dispositifs qui soient complémentaires. Et on va jusqu'à l'industrialisation. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup à BPI France, hein, dans le cadre du plan start-up industriel. C'est très bien de financer la R&D, on a besoin de financer la R&D, mais derrière, l'objectif, c'est quand même de créer des emplois, de créer des usines. Et donc là, on a quelques dispositifs assez intéressants, notamment l'appel à projet Première Usine, qui permet justement de financer le premier outil industriel pour réaliser une nouvelle technologie. Et puis, je terminerai peut-être sur la partie aide au financement par les PIEC. Alors, je pense qu'on en reparlera de toute façon dans la discussion. En termes de volume, hein, les PIEC, donc ces projets importants d'intérêt européen commun, en termes de volume de financement, c'est les plus gros montants, hein. On est sur pas loin de 3 milliards d'euros au cumul. Bon, là, c'est derrière nous dans le sens où la sélection a été faite. Par contre, c'est notre quotidien dans la contractualisation des dernières vagues, hein, puisque vous avez vu au printemps dernier la notification des vagues I2 Infra et I2 Move qui nous occupent. Donc voilà, un panel assez large pour accompagner les porteurs de projets. Et je rajouterai juste peut-être, parce que c'est assez récent et je pense que ça peut intéresser certains porteurs de projets, toute la partie garantie des projets stratégiques, hein, qu'on est en mesure d'opérer à BPI France. Et je crois même avoir une collègue qui s'en occupe spécifiquement dans l'Assemblée. Donc s'il y a des questions à l'issue de l'atelier, on pourra aussi en parler avec vous. Voilà, en 3 minutes, je pense. Parfait, timing respecté. Merci beaucoup, David. Élise, je me tourne vers vous à votre tour et je vous laisse. Merci beaucoup. Moi, je vais me permettre un petit rappel très court, mais toujours salutaire sur ce que fait la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est un des 5 métiers de la Caisse des dépôts et consignations, qui réunit un peu toutes les expertises internes à destination des territoires pour les accompagner sur la réalisation de leurs projets d'intérêt général. Donc, concrètement, on offre aux collectivités et aux acteurs privés du territoire un panel de solutions très large qui va des crédits d'ingénierie en passant par les prêts, en passant par les fonds propres, l'investissement en fonds propres, jusqu'aux consignations autour de 2 priorités stratégiques qu'on s'est données récemment, la transition énergétique et écologique et la cohésion sociale et territoriale. Spécifiquement sur l'hydrogène, notre positionnement il est assez simple. On est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur les 2 branches, donc la branche production d'hydrogène décarboné et la branche mobilité et station d'avitaillement. On est présent sur ce secteur depuis à peu près 2020. On s'est doté d'une stratégie plus volontariste à compter de 2023 et notre objectif, c'est de financer en fonds propres, en minoritaire, les projets, spécifiquement les projets, plus rarement prendre des petits tickets au capital des développeurs indépendants de production d'hydrogène décarboné. L'approche, elle est classique. On se donne la possibilité d'investir au stade prêt à construire, mais aussi de prendre du risque de développement amont pour répondre aux besoins éventuels des partenaires à des stades un peu plus risqués. Et à date, on a investi 90 millions d'euros pour principalement sur des projets de stations d'avitaillement, bandes de distribution et flottes de véhicules. Récemment, post-définition de cette stratégie un peu plus volontariste, on a signé un accord de partenariat en janvier de cette année qu'on a annoncé à Evolution avec le partenaire H2V. L'objectif là, c'est d'investir dans tous les projets développés par H2V en France, en minoritaire, dans les territoires. On a également une participation modeste au capital de Life et la possibilité d'investir dans les projets du développeur Life. Et on a des participations dans Coristen, Hype et d'autres entités liées au secteur. Merci beaucoup, Élise. Alors, Nicolas, à ton tour. Bonjour, je vais expliquer rapidement pourquoi I24 a été créé, parce que ça pilote un peu ce qu'on fait. Donc, I24 est parti de l'idée que si on... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc,
pourquoi on a créé i24 ? i24 est parti de l'idée simple, c'est que pour que l'hydrogène puisse vraiment apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique, il fallait 3 choses. Des politiques publiques qui fixent des objectifs avec des bâtons et des carottes. C'est à peu près fait, même si c'est jamais finalisé et que ça prend toujours plus de temps que prévu. Il fallait un portefeuille de projets développés par l'industrie qui soit en proportion des ambitions politiques. Et troisièmement, il fallait augmenter l'accès au capital de l'hydrogène, parce que c'est très bien d'avoir l'accès au capital interne des grands industriels, mais il faut aussi essayer de libérer l'accès à d'autres sources de financement importantes, notamment tout ce qui est géré par les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Et donc la réponse à ça, c'était de dire, créons un fonds un peu hybride, où une série d'industriels mettent de l'argent dans un pot commun, ce qu'ils font d'habitude pas très souvent, et d'inviter les investisseurs financiers, donc fonds de pension et compagnies d'assurance, à se joindre. Et donc notre idée, pour ça a plus ou moins marché, en tout cas quand il fallait lever des fonds, parce qu'on a levé 2 milliards d'euros, 1 milliard d'industriels et 1 milliard de financiers. Et l'idée, c'est que chaque fois on va dans un projet, mais chaque fois avec l'idée que ça doit convaincre d'autres gens de venir. Ça se passe au niveau du fond, et ça se passe au niveau de chaque projet. Au niveau du fond, si on réussit, on pense qu'après, beaucoup d'autres gens auront envie de venir dans le secteur. Comme aujourd'hui, vous avez tous un petit bout de pension privée qui finance des éoliennes et du panneau solaire. On espère bien qu'un jour, tout Français aura un bout de sa pension complémentaire qui financera de l'hydrogène. Et ça se passe aussi au niveau de chaque investissement, parce qu'on y va chaque fois en minoritaire actif. Et chaque fois, on y va avec l'idée de convaincre d'autres de venir. Et la réalité, c'est que c'est assez vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'hydrogène et qui sont un peu comme ça. Et quand on y va, qu'on saute les premiers dans la piscine, généralement, il y a d'autres gens qui acceptent de sauter dans la piscine. Et c'est vraiment ça l'idée. Oui. Alors, pour essayer de rendre ça un peu concret, donc on a d'abord et principalement un premier fonds dit fonds infra, qui en fait finance des projets. Et vous avez ce qu'on a déjà financé aujourd'hui. Vous verrez d'ailleurs que ça révèle aussi l'état de maturité du secteur, parce qu'une bonne partie de nos investissements sont des investissements dans des développeurs, qui ne sont pas encore dans le ready to build ou prêt à construire, mais qui font des DevEx, qui investissent dans le développement des projets. Et donc ça va de i2Gen, qui est un développeur franco-allemand qui développe des projets en France, en Allemagne, en Norvège et au Canada, et qui fait plutôt des dérivés de l'hydrogène, donc SAF et ammonia. Après, vous avez Enagás Renouvelable, qui est aussi un développeur de projets, mais là en joint venture avec l'équivalent espagnol de GRT Gaz, et qui lui fait des projets intégrés renouvelables plus hydrogène. Et pour la petite histoire, des risques un tout petit peu ces trucs en faisant aussi un peu de projets biogaz, parce que ça permet d'avoir un portefeuille un tout petit peu plus dérisqué. Je passe au quatrième, c'est un autre développeur qui est au Danemark et qui développe des projets d'hydrogène maintenant pour des raffineries, et après se positionne pour exporter vers l'Allemagne, parce que le différentiel du coût de l'électricité entre le Danemark et l'Allemagne est colossal, et donc grâce au pipeline, ça pourra amener de l'hydrogène beaucoup moins cher pour l'industrie allemande qui en a désespérément besoin. Et donc quand on parle des importations allemandes, c'est pas toujours du bout du monde, parfois c'est juste de l'autre côté de la frontière. Elise, qui est un autre développeur de projet, et français cette fois-ci, qui fait du SAF, et Intercontinental, qui est un développeur de méga projets. J'arrête. Et après, on a juste 2 projets dans la mobilité, parce qu'on tient beaucoup à ce qu'il y ait aussi des investissements dans la mobilité, que ce soit dans le réseau allemand de stations, ou ICETCO, que a priori vous devez tous connaître si vous vous intéressez à l'hydrogène en France. Et il y a il y a parfois des très gros projets, c'est quand même des moments d'enthousiasme, parce qu'on a parfois un petit peu un peu négatif dans le secteur pour le moment. H2 Green Steel, c'est quand même extraordinaire. C'est la première aciérie qu'on construit en Europe depuis 50 ans. Elle sera zéro émission, et ils ont levé plus de 5 milliards en combinant l'equity et la dette. Donc ils ont convaincu des gens de mettre 5 milliards d'euros dans une aciérie qui part de zéro au milieu du désert, si j'ose dire, de la Norvège. Donc il y a quand même des choses assez palpitantes qui se font, et donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire et non plus d'être trop négatif. Ça prend du temps, mais il n'y a pas de raison de désespérer. Merci Nicolas, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et c'est super si on peut illustrer un petit peu à travers les projets ce qui se passe au niveau de la chaîne de financement. Je me tourne vers vous, Guillaume, qui est également un fonds d'investissement. Oui, bonjour, merci. Compliqué de faire cet exercice quand on ne sait pas trop finalement quel est le panel dans la salle, mais je vais essayer de vous résumer rapidement la philosophie d'un fonds d'investissement. Donc nous sommes une société de gestion. Notre métier, donc on est une PME, on est 80 personnes en France. Notre métier, c'est de créer des fonds qui sont des
faut le voir comme des tirelires. Et avec ces tirelires, on a une thématique, une thèse d'investissement qui est ciblée et on va avoir des souscripteurs pour leur permettre qui croient en cette thèse ou non et d'investir dans cette thèse. Un peu comme ce qui a été fait à une échelle très grande sur les milliards qui ont été cités. Donc nous, on est très humble, on gère 1,5 milliard en tout, répartis dans à peu près 70 véhicules sous gestion. Moi, je m'occupe plus particulièrement des fonds qui sont dédiés à l'innovation, early stage, dans les territoires. Donc, on gère à peu près 300 millions d'euros répartis sur une petite dizaine de véhicules qui sont des véhicules levés dans les territoires auprès de souscripteurs régionaux qui ont à cœur d'accompagner les premières étapes du développement des entrepreneurs qui se lancent, qui sortent de laboratoire ou pas, et qui souhaitent accéder au marché aux premières étapes. Et ensuite, donc, on les finance et on les accompagne dans leurs étapes de développement. Bon, je ne sais plus qu'est-ce que je vous avais envoyé comme slide, mais vous pouvez passer. Voilà, bon, c'est globalement ce que je vous ai dit. Donc, on est un investisseur relativement présent dans l'économie française avec à peu près 300 entreprises aujourd'hui sous gestion. Quelques petits chiffres rapides ici sur la région. On a investi à peu près 10 millions l'année dernière dans 15 startups. Voilà. Ce sera tout pour moi, je pense. Très bien, merci beaucoup. À vous, Mathilda, pour la banque d'investissement CACI. Merci. Alors bonjour à tous, Mathilda Rellier. Alors moi je travaille au sein donc, de Crédit Agricole CIB, qui est la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole. Donc nous on va plutôt être sur des grosses entreprises, sur des gros projets. Pour vous décrire le groupe Crédit Agricole en quelques mots rapides sur la transition, nous on est très actifs dans la transition énergétique et je dirais même qu'on a été assez précurseurs. Puisque le premier financement des actifs dans les renouvelables date de 1997. Aujourd'hui, on est le premier investisseur institutionnel dans les renouvelables en Europe via Crédit Agricole Assurance. On est aussi le premier financeur privé dans les renouvelables en France. Donc voilà, mais on est également très actif dans l'hydrogène. On accompagne des sociétés à toutes les étapes. Si on prend dans l'ordre, pour les entreprises plutôt de type start-up, là, ce qu'on va proposer, on va proposer un accompagnement par le Village by CA, qui est un accélérateur et un incubateur. On a aussi été amené à prendre des participations en equity dans des start-up. Donc, on peut citer EODev, on peut citer Airflow. Et si on prend des sociétés qui, là, sont dans une phase de croissance forte, donc là aussi, on a pu intervenir sur différents types de solutions, comme du préfinancement de subventions, du conseil M&A, du financement de la croissance. Donc, c'est notamment ce qu'on a fait assez récemment avec Life. Et enfin, le dernier gros segment, donc le segment des gros clients, donc, qui est véritablement le cœur d'activité de CACIB. Bon, là, on vous retrouve vraiment l'éventail de solutions classiques que l'on propose. Donc, on retrouve les financements, donc principalement financement de projets pour les projets de production d'hydrogène et de ses dérivés, mais aussi conseil, donc conseil en equity, conseil en dette. Et aujourd'hui, le plus gros de nos mandats, donc ce qui nous occupe, c'est véritablement du conseil en financement. Merci beaucoup. Et enfin, Catherine, donc, pour SAT Science. Bonjour. Donc, les SAT, ce sont des sociétés d'accélération de transfert technologie qui sont issues des premiers programmes d'investissement d'avenir. Donc, elles ont un peu plus de 10 ans. Elles maillent quasiment tout le territoire et 80% de la recherche publique. Alors, ce sont des sociétés de droit privé avec un actionnariat public, puisque l'État est actionnaire des SAT, ainsi que les universités, les organismes de recherche. Donc, pour ce qui concerne la SAT Science, vous le voyez sur la carte, donc on a un périmètre qui est Bourgogne-Franche-Comté, Université de Lorraine et Sud-Champagne avec l'Université de technologie de Troyes, qui sont nos actionnaires, donc aux côtés de l'État, du CNRS et d'INSERM. Et ces outils du programme d'investissement de l'avenir avaient été créés pour aller puiser dans les laboratoires de recherche publics les idées, les sujets qui pouvaient devenir des inventions. Alors quand chez nous, dans notre vocable, on parle d'invention, c'est que ça fait l'objet d'un actif de propriété industrielle. Donc en particulier, on dépose des brevets, on gère les brevets de nos établissements publics de recherche.
et surtout, après, de s'enquérir des attentes du marché des entreprises en matière d'innovation. Et du coup, maturer ces idées, ces inventions pour en faire des protos, des démonstrateurs, en faire des preuves de concept, afin que les entreprises derrière ou des startups, puisque nos projets, notamment dans les innovations de rupture, le vecteur pour conduire ces innovations sont souvent des startups, prennent le relais. Et là, donc, on transfère la technologie à ces startups, à ces entreprises existantes qui exploitent la technologie derrière. Et donc, la SAT Science, c'est des financements, effectivement, que l'État nous a octroyés, des fortes capacités de financement, mais aussi c'est des métiers, c'est-à-dire qu'on a des équipes projets avec des technologues, des scientifiques, des ingénieurs brevets, des marketeurs, des business développeurs, et qui permettent du coup d'accompagner les chercheurs et nos établissements au transfert, et faciliter donc ce lien avec les entreprises. Pour ce qui concerne du coup l'hydrogène en particulier, il se trouve qu'en 2021, l'État a défini 19 stratégies d'accélération nationale d'accélération dans le cadre France 2030, qui est en fait la suite des programmes d'investissement d'avenir, et a dit à toutes les SAT et à toutes les universités de France, les organismes de recherche, essayez de vous organiser en consortia avec les meilleures compétences possibles pour aller détecter ensemble des projets, des briques technologiques, des démonstrateurs et donc maturer des technologies dans des stratégies bien définies pour en faire effectivement, pour soutenir les champions de demain, et notamment dans la filière hydrogène. Il se trouve que compte tenu de notre périmètre, nous sommes chefs de file avec nos collègues de Linxium et donc Grenoble sur cette stratégie nationale d'accélération, et on a des financements complémentaires pour aller chercher tous les projets qu'il pourrait y avoir dans les établissements, dans les laboratoires de recherche publique, et qui pourraient contribuer à la structuration de la filière hydrogène sur le territoire national, donc avec des mots-clés, évidemment, production, transport, stockage, voilà. Donc ce consortium, on a un stand, il s'appelle H2DEC, et on a le CEA qui est dans notre gouvernance de ce consortium et qui nous est évidemment d'un soutien énorme sur cette stratégie. Merci beaucoup, merci à tous de vous être prêtés à cet exercice qui est un peu difficile toujours de tenir un timing. Alors maintenant, voilà, on va arrêter le chronomètre, on va passer à la discussion. Donc, comme vous le voyez, vous êtes des acteurs du financement extrêmement différents et variés, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et donc, j'ai une première question qui s'adresse à chacun d'entre vous. De votre fenêtre, individuellement, comment vous voyez l'articulation de votre activité avec le rôle de la puissance publique? Et peut-être, puisque vous aviez la parole, je vous propose de commencer, Catherine. D'accord. Alors, c'est vrai que ça fait le lien avec ce que je vais présenter, parce que c'est vrai que la puissance publique, d'abord, nous accorde des financements, mais aussi insuffle une mobilisation des acteurs autour, en particulier, de cette filière hydrogène. Et on le voit bien à travers le dernier dispositif que je vous ai présenté. C'est assez essentiel, parce que, en fait, nous, on avait déjà des projets dans l'hydrogène. Mais le fait aussi de cet appel à projet qu'on a appelé dans notre jargon prématuration, maturation, en fait a permis aussi du coup d'organiser un certain nombre d'actions plus spécifiques sur l'hydrogène dans nos laboratoires ou à destination des entreprises, de mieux travailler sur les applications, et c'est vrai qu'on est on est très tôt sur la chaîne de valeur, parce qu'on est sorti de laboratoire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça insuffle en tout cas une mobilisation très claire, et c'est l'objectif en fait, je pense. Effectivement, merci. Alors peut-être Guillaume, encore à nouveau sur le périmètre plutôt d'une région, Bourgogne-Franche-Comté, on vous entend. Oui,
Moi, je considère que les financements publics, en tout cas à mon échelle et de ce qu'on voit, sont effectivement très présents, irriguent très bien le territoire et les projets dans leur phase amont, que ce soit au niveau de leur maturation ou de leur lancement sur le marché. Beaucoup de dispositifs de BPI France, beaucoup d'appels à projets avec France 2030, donc qui sont ce qu'on considère nous des effets de levier, puisqu'il faut dans une start-up, quand elle se lance, pour pouvoir déclencher toute cette série de cascades de financement, des fonds propres, et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tous nos fonds qu'on lève ici en région territoire sont des fonds qui sont assez largement aussi constitués d'argent public. Donc on a des fonds 100% publics qu'on gère, donc qui sont des fonds de co-investissement, qui sont soit des fonds des régions qui sont abondés par des financements européens, principalement des financements FEDER, mais également par les régions également, en direct. Et BPI France aussi, qui joue son rôle au travers de son activité historique de fonds de fonds, en investissant dans... j'étais hier avec une des représentantes de l'activité de fonds de fonds qui me disait qu'ils sont investis dans 600 fonds en France aujourd'hui. Donc les pouvoirs publics et le financement public, il est là, des fois pas forcément visible au départ. Tout notre enjeu à nous, et dans la levée de fonds, c'est parce que nous, tous les 5 ans, on va relever un nouveau fonds pour avoir la suite, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, un fonds d'investissement a une durée de vie de 10 ans, prorogeable 1 an, 2 ans en général, mais c'est le cadre juridique avec lequel on joue. Et donc on a une période d'investissement, on investit pendant 5 ans dans les sociétés, on rentre dans les sociétés pendant 5 ans et on doit ressortir sur les 5, 6, 7 ans qui suivent avec une plus-value pour le retourner au souscripteur. Et donc tous les 5 ans, on repart en levée de fonds pour relever un nouveau véhicule. Et notre enjeu à nous, il est principalement d'aller trouver des financements privés pour pouvoir également déclencher à notre échelle du levier sur le public. Et moi, le principal écueil aujourd'hui que je vois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas évident de faire venir des industriels dans ce type d'outils, dans ce type de financement. Les banques jouent assez bien le jeu, la région joue assez bien le jeu et l'État joue assez bien le jeu à mon avis. Très bien, merci. Nicolas, peut-être tu veux ouvrir le scope un peu? Alors, comme un fonds infra, dans un secteur comme l'hydrogène, dont le degré de dépendance par rapport à la puissance publique est 100%, on va dire, même si c'est sans doute mutuel, mais parce que, d'abord, à peu près personne n'investirait ou ne commencerait à investir dans l'hydrogène comme dans d'autres technologies propres s'il n'y avait pas une impulsion politique de le faire. Donc ça, c'est évident, c'est difficile de regarder. Je ne veux pas dire que l'hydrogène sera toujours dépendant de politique publique, mais c'est impossible. Et la raison d'être au début de l'hydrogène, c'est une politique publique. Après, nous, notre relation politique publique, il est contrairement à mes deux prédécesseurs, un peu différent parce qu'il est en partie sous le financement public, qui peut créer des mécanismes de subsidiation, qui peut éventuellement lui-même investir dans des fonds comme le nôtre, mais aussi et beaucoup par la réglementation qui va créer éventuellement la demande. Et d'ailleurs, on est à un moment particulier parce qu'il y a encore des efforts à faire en termes de subsidiation, surtout en libération de subsides qui ont été annoncés depuis des années. Mais on va à un moment atteindre les limites de ce que peut faire la subsidiation. Donc il est temps de mettre et d'accélérer, parce que ça traîne depuis longtemps, le deuxième moteur qui est la réglementation qui crée une demande obligée ou qui crée un mécanisme de mutualisation du surcoût sur une très large base de consommateurs. C'est les deux moyens que la réglementation peut utiliser en complément des subsides. Et là, je pense qu'il y a quand même des politiques publiques qui sont annoncées depuis des années et qu'on a du mal à terminer. Et il faut vraiment accélérer, parce que si vous vous occupez d'hydrogène, vous entendez l'acronyme RED 3, vraisemblablement vous bassinez. Depuis décembre 2018, si vous suivez la RED 2 et depuis un peu plus récemment la RED 3, en gros, tout ça doit encore être transposé dans 27 États membres qui, idéalement, doivent le faire dans les 12 prochains mois. Mais quand je vois... Je ne suis pas sûr que tous arriveront dans les temps. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est un temps extrêmement long et lourd et que ce temps-là est un peu anxiogène pour tous les investisseurs. Voilà, mais donc la dépendance à la politique publique, elle est totale. Mais en même temps, on espère aussi de contribuer à la réussite des politiques publiques.
Merci. Donc, rôle des industriels, dépendance à la politique publique, réglementation, côté peut-être Banque des Territoires et puis BPI. Nous, c'est assez simple. Hein. Au fond, on vient en accompagnement des politiques publiques. Donc, comme M. Brahi, on se positionne et on est lié au choix et au cap définis par les pouvoirs publics. Dans le cas d'espèce, les pouvoirs publics, vous l'aviez mentionné, Christelle, en amont, ont défini une stratégie nationale au niveau français pour la production d'hydrogène décarboné, dont on attend la mise à jour avec impatience. Elle a défini en gros un triptyque sur la production, donc accompagner 6,5 gigawatts d'électrolyse, donc avec une technologie qui a été mentionnée. Elle a évoqué un deuxième point qui est le sujet de la consommation, donc privilégier les usages de décarbonation industrielle des transports lourds. Puis elle a défini une stratégie sur l'industrialisation en voulant faire de la France le leader industriel, un leader industriel de la production d'hydrogène décarboné. Donc nous, ce qu'on vient apporter dans tout ça, et comment on se positionne, c'est on investit dans les projets qui seront, je l'espère, aidés et soutenus par le mécanisme de soutien dont on va parler un peu plus tard. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est, petit 1, notre positionnement et notre capacité à accompagner des projets de territoire. Parce que les projets H2, comme la plupart des projets d'infrastructure, sont des projets qui ont un fort impact sur le territoire, qui nécessitent un exercice coercitif auquel on participe. La deuxième, on a 16 directions régionales, 35 implantations locales en France. Par ailleurs, on apporte aussi, et ça je pense que c'est très important pour le secteur, on apporte notre capacité à se positionner sur un temps long, voire très long. Et ça, c'est important parce que, à la différence des fonds d'investissement plus classiques, nous, on n'a pas d'horizon prédéfini de sortie sur les projets. Ça, du coup, aide à la fois les investisseurs privés et les soutiens publics, et ça donne une forme de stabilité au projet globalement. Ce qu'on va apporter aussi, c'est notre expérience à structurer des projets bancables, capables de lever du financement de projets. C'est ce qu'on a fait sur la filière industrielle et de l'éolien en mer, hein, où on s'est positionné dès le développement amont, en travaillant sur des mécanismes de structuration qui permettaient de lever de la dette sans recours ou avec recours limité. Et je dirais, pour la spécificité du secteur hydrogène, on a, donc dans notre équipe, dans mon équipe, on travaille aussi, comme CACIB, sur l'investissement dans les projets de production d'énergie renouvelable. Et quand on parle de production d'hydrogène décarboné, on parle de sourcing d'électricité verte ou bas carbone. Et dans les faits, nous, on apporte 20 partenariats avec des développeurs et des producteurs indépendants, des grands énergéticiens sur le renouvelable, donc un lien spécifique qu'on peut faire entre des pure players de l'hydrogène et des développeurs d'électricité renouvelable. Merci. Alors, ouais, sur le rôle de la politique publique, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas revenir dessus, même si j'y souscris complètement. J'ai peut-être envie de parler plus spécifiquement de la partie aide à l'innovation, hein, qui nous occupe au quotidien. Moi, le message que j'aurais envie de passer, c'est déjà que la base, et je rejoins complètement ce qui a été dit sur la partie recherche académique, on a absolument besoin au niveau de la politique publique d'assurer le financement et la structuration de la recherche académique. C'est quand même, quand on voit tous les projets qui sont aujourd'hui en phase de démonstration puis d'industrialisation, dans la majorité des cas, c'est quand même des projets qui sont issus d'un transfert de technologie. Et donc je pense que ça, c'est un message important, c'est qu'il faut continuer vraiment à encourager le développement de la technologie dans les labos. Après, ce qu'on attend, je pense, tous collectivement de la puissance publique, c'est effectivement de définir une stratégie nationale. Alors, il y a une première version, effectivement, qui a été déployée relativement tôt en 2020. On attend une itération dont on imagine qu'elle aura des dimensions de développement international, de peut-être gestion des priorités. Après, je pense que ce qui est plus important, en tout cas moi, ayant travaillé 20 ans dans l'industrie, je pense qu'une fois qu'il y a une stratégie qui est établie, on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si on n'est pas capable de l'exécuter, on ne touche pas au but.
Et donc c'est là où je pense que c'est extrêmement important d'avoir la bonne synchronisation, la bonne interaction. C'est qu'une fois que la politique est définie, c'est d'avoir justement les dispositifs, les modes opératoires qui permettent de l'exécuter. Et c'est là que je pense modestement, mais c'est le cas de tous les opérateurs, hein, ça concerne aussi l'ANR, l'ADEME, la Banque des Territoires. Notre rôle justement, c'est d'essayer d'exécuter cette stratégie et d'être le plus disponible, le plus à proximité des porteurs de projets pour les accompagner justement et pour faire en sorte que les projets aboutissent avec l'ensemble des leviers qu'on peut activer. Merci. Mathilda, Oui. pour compléter. Oui. Alors, très rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. La filière de l'hydrogène, aujourd'hui, c'est une filière qui est émergente, où très souvent, on doit payer une prime verte. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on attend que ce soit les acteurs privés qui réduisent cette prime verte, on risque de ne pas atteindre le rythme nécessaire pour être en ligne avec les feuilles de route du gouvernement et des instances européennes. Et nous, en tant que banque commerciale, ce qu'on va demander dans tous les cas, ça va être de la visibilité. Donc pour nous, le rôle de la puissance publique, c'est d'apporter cette visibilité-là. Donc là, on peut citer les mécanismes qu'évoquait Nicolas, donc à savoir tous les programmes de subvention pour réduire la prime verte, mais également tous les mandats qui vont obliger les acteurs à se décarboner à utiliser de l'hydrogène. Et ce que je rajouterais également pour un autre rôle de la puissance publique, là, ce serait plus lié au déploiement des infrastructures qui va être crucial, à travers notamment des systèmes de garantie ou des schémas de régulation. Et quand on regarde ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait en Allemagne aujourd'hui, avec la définition du Core Hydrogen Network et la définition d'un schéma réglementaire, on va dire, clair pour le réseau de pipeline hydrogène, moi je pense que ça, c'est quelque chose qui peut véritablement favoriser le financement du réseau de pipeline hydrogène en Allemagne. Très bien, merci à tous pour ce premier tour de table. Alors on a parlé de quel est le rôle, qu'est-ce qu'on attend de la puissance publique, et je voudrais juste faire un tout petit focus, pas forcément très long, sur quelle est la bonne articulation entre l'argent public et l'argent privé, en prenant peut-être deux exemples. Alors ça a été mentionné, le mécanisme de soutien à la production, et puis on pourra parler également du projet important d'intérêt européen commun qui a également été cité. Donc peut-être Élise pour commencer. Alors, le principe du mécanisme de soutien français qu'on attend dans les prochains mois, on l'espère, c'est en gros de venir accompagner un certain nombre de projets qui sont fléchés sur les priorités qui ont été définies dans le cadre de cette stratégie nationale. Donc très concrètement, là, pour le mécanisme de soutien français, on parle de 1 gigawatt de projets. On parle de projets de taille plutôt significative puisque l'objectif, c'est la décarbonation. Enfin, la priorité a été mise sur la décarbonation de l'industrie. Et c'est la mise en place, et l'objectif de ce mécanisme de soutien, c'est de mettre en place des contrats pour différence qui vont permettre un soutien aux OPEX et ou CAPEX et OPEX, on ne sait pas encore précisément, et l'objectif principal, c'est sur un horizon de 10 ans, de dire que le prix de l'H2 produit sur base électricité bas carbone sera aussi compétitif que le prix du kilo d'hydrogène sorti sur base gaz fossile. Donc c'est ça l'objectif. Donc ce mécanisme de soutien, il est précisé, il y a une période de ramp-up sur plusieurs années. Il a été mis en consultation sur la première version du cahier des charges l'année dernière. On attend des éléments. Le principe, c'est l'articulation entre ces mécanismes et nous, la manière dont on intervient, c'est que ces mécanismes, les partenaires avec lesquels on travaille vont solliciter un soutien auprès des pouvoirs publics sur ces sujets-là. Et nous, on investira. Ça va permettre de stabiliser les modèles économiques. Ça va permettre, du coup, d'attirer des financements privés, des financements en fonds propres et de lever de la dette en fonction du niveau de structuration qui sera mis en place sur ces projets-là. Après, il y a d'autres guichets subventionnels auxquels plusieurs de nos partenaires ont fait appel. On parlera, j'imagine, de l'Innovation Fund ou de la Banque de l'hydrogène européenne. Voilà.
Nicolas, sur le mécanisme de soutien à la production, tu veux compléter ? Oui, c'est vaste sujet, ça dépend comment on veut le prendre, mais oui, il est annoncé, il est nécessaire, et il serait temps qu'il sorte, parce que ça finit par désespérer un peu tout le monde. Donc aucun doute là-dessus, et il est à risque. Maintenant, je pense qu'il faut arriver à... Et je reviens, c'est un peu mon dada, mais c'est de remettre un peu les choses en perspective et de mettre tous les éléments de la boîte à outils. Parce que les financements comme ça, c'est très bien, mais comme ça a été dit par mon prédécesseur, c'est 1 gigawatt qui peut être financé comme ça, sur 6,5, donc il y a encore du boulot à faire. Il faut faire ces systèmes intelligemment pour éviter des effets pervers et pour penser les complémentarités, parce qu'on ne peut pas tout faire avec du subside. Les effets pervers, je prends l'exemple de la H2 Bank, dans la Hydrogen Bank, qui est un système similaire qu'il fait au niveau européen. C'est très bien, mais il y avait un budget qui était de 800 millions à peu près. Il y a 132 projets qui ont postulé, 7 qui ont été sélectionnés, et ceux qui ont été sélectionnés reçoivent à peu près 50 cents par kilo. Ça veut dire que vous avez 125 boîtes qui ont payé des consultants, qui ont déposé un projet pour rien. Et ça veut dire que les 7 qui ont été sélectionnés reçoivent un montant qui n'est pas suffisant pour déclencher une FID, une décision finale d'investissement. Donc en fait, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont y aller. C'est pas rien. On est indirectement investisseur d'un projet qui est un des gagnants. Ça fait 250 millions, c'est pas rien. Mais par rapport in fine, en fait, c'est trop fait pour déclencher le projet. Donc, je ne veux pas du tout être négatif. Je ne suis pas du tout en train de faire du bashing des pouvoirs publics, mais il faut un peu être sûr qu'on fait des systèmes qui ne tombent pas si bas que ça ne sert presque plus à rien. Et il ne faut pas se faire des illusions sur les montants, parce que les gens, par exemple, rêvent de financement européen. Je rappelle à tout le monde que le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB de l'Union européenne. Le budget de la France, c'est 55% du PIB. Donc, ce ne sera jamais qu'un tout petit peu d'argent pour quelques pionniers. Donc, il ne faut pas que tout le secteur soit distrait en attendant cette manne céleste qui va un jour tomber. Parce que la plupart de vos projets ne seront pas financés par ces trucs-là. Après, du point de vue des pouvoirs publics, ils doivent penser comment est-ce que je peux mettre mes différents outils de manière complémentaire. Donc, je peux... Dans mes 6,5 gigawatts, il y en a une partie qui peut aller dans l'aviation. L'aviation, il y a déjà un règlement européen extrêmement bien fait qui définit très clairement des parties obligées, qui a des cibles dès 2025 pour les BioCAF et dès 2030 pour les ISAF, une sous-target pour l'hydrogène pour être sûr que l'hydrogène ne soit pas postposé à plus tard. Il y a une pénalité élevée, non libératoire. C'est un système très bien pensé. Pour les autres applications, c'est plus ou moins complet au niveau européen, ça doit être complété au niveau national. Il faut essayer de jongler. Tiens, j'ai déjà une tiroir qui est déjà pas mal, mais si j'améliore ma tiroir, est-ce que je peux couvrir, par exemple, le maritime, le transport routier et les raffineries? Après, j'ai un problème sur l'industrie, parce que l'industrie, la cible, c'est 42% d'hydrogène par rapport à l'hydrogène consommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant dans le transport, c'est 1% des carburants, donc je peux distribuer le surcoût sur un nombre colossal d'utilisateurs et en fait, vous payez vraisemblablement 1 centime. Vous allez payer sans doute 1 centime de plus votre diesel à la pompe pour financer la tiroir. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Dans l'industrie, c'est le type qui utilise de l'hydrogène dans l'industrie. Comme il doit en prendre maintenant 42% qui doit être du renouvelable, il double quasiment son coût pour la moitié de son hydrogène. Donc, je fais un calcul simple, ça fait 25% plus cher. Et il a des risques de délocalisation. Donc, peut-être qu'il faut essayer de mettre les mécanismes, mettre des subsides là où il y a des risques de délocalisation, utiliser la réglementation, là il y a moins de risques de délocalisation. Je ne dis pas que c'est la solution, mais il faut penser l'ensemble de la boîte à outils de manière à atteindre, parce que c'est la question, on a une stratégie, de manière à ce que l'ensemble des outils permettent d'atteindre l'objectif de 6,5 gigawatts. Un autre mécanisme qui a été assez conséquent, David, tu l'as cité, c'est le projet important d'intérêt européen commun. Est-ce qu'on peut justement regarder comment ça permet ou pas de faire émerger les projets ou réussir la stratégie hydrogène? Oui, alors effectivement, on parle de PIEC ou d'IPCEI en le prononçant en anglo-saxonne. Certains disent IPCEI, mais enfin on parle bien de la même chose. C'est des projets importants d'intérêt européen commun. Alors déjà, petit rappel, parce que c'est vrai qu'il y a la dimension européenne dans le titre, mais le PIEC, en fait, c'est un dispositif qui, certes, est validé et mis en place au niveau de la Commission européenne, et ce sont des fonds qui viennent des États membres. Donc ce ne sont pas des fonds européens.
sans rentrer trop dans la technique, la logique du financement des PIEC, mais c'est le cas sur beaucoup de projets, c'est de financer en fait des projets qui sinon ne verraient pas le jour, tout simplement parce que l'équation économique à l'instant T, au moment justement de la décision d'investissement, correspond à une valeur actuelle nette qui est sensiblement négative, et donc l'industriel, selon ses critères économiques habituels, ne peut pas se lancer dans un tel projet. Donc c'est ça l'idée, hein. C'est de compenser, on parle de funding gap, donc de compenser la négativité de la valeur actuelle pour justement que ces projets qui sont stratégiques voient le jour. Donc ça, c'est un peu la mécanique. Après, en termes de typologie de projet, c'est découpé en 4 vagues, hein, qui correspondent un petit peu finalement à différentes typologies de projets. Donc on a la première vague, hein, qui a été la première notifiée et entièrement contractualisée. Là, l'idée, c'est de développer des équipements. C'est de développer des équipements. Alors, il y a évidemment toute la partie électrolyseur, hein. Si on veut faire 6,5 gigawatts en France et beaucoup plus en Europe, on aura besoin notamment d'électrolyseurs, hein. Donc là, on a évidemment des champions sur l'ensemble des technologies. Il y a aussi des équipements pour la mobilité, hein. On a vu d'ailleurs hier à la remise des prix France Hydrogène un bel exemple d'usine produisant des piles à combustible. Donc voilà, une première vague équipement, dite I2Tech. Une deuxième vague qui, elle, cible plutôt la production, donc qui s'appelle I2Use. Donc on a deux projets en France qui sont orientés sur la production d'hydrogène dans une finalité première qui est de décarboner les raffineries de pétrole. Donc ça, c'est 2 projets qui sont aussi assez médiatiques. Et là, et c'est un petit peu l'actualité du moment, puisqu'on a eu les validations de la Commission au printemps, donc les vagues I2 Infra. Alors la vague I2 Infra, il y a assez peu de projets portés par la France, hein, parce que c'est vrai que historiquement, c'est plutôt des pays comme l'Allemagne qui sont moteurs sur le développement d'infrastructures, mais on voit quand même des évolutions au niveau national, et donc un projet concerné par la vague I2 Infra. Et enfin, la vague ultime, qui elle adresse spécifiquement les enjeux de mobilité, hein, la vague I2Move, donc voilà, qu'on est en train de contractualiser. Donc là, c'est des projets, pour le dire très rapidement, qui avancent. Moi, je suis frappé à chaque fois qu'on a justement les points intermédiaires sur les projets qui ont déjà été lancés par la qualité des dossiers en termes de travail de R&D, de dossiers industriels. Après, l'enjeu, ça va être évidemment de faire tourner ces usines, hein, parce que la finalité, là aussi, c'est quand même d'avoir des sites industriels qui produisent. Et je pense qu'on en reparlera, mais ça va être l'enjeu collectif, voilà, de faire en sorte que ces usines produisent et trouvent des clients. Ok, est-ce que Mathilda, Guillaume ou Catherine, vous souhaitez rebondir sur cette question ? Alors, c'est peut-être sur un autre plan, hein, mais c'est vrai que nous, on finance des projets issus des laboratoires de recherche, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les financer aussi avec des entreprises à nos côtés. Et d'ailleurs, ces entreprises, on y reviendra peut-être après, du coup, elles n'ont pas à prendre le risque du développement de l'invention. Alors, elle ne prend pas de risque à un moment donné. Puis une fois qu'on a transféré la technologie et que quand on est dans des innovations de rupture et des filières émergentes, c'est vrai que les entreprises, après, elles ont à développer en leur sein, alors des start-up ou des PME, hein, ou toute autre entreprise, elles ont à développer l'innovation, à la mettre sur leur marché. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça nécessite également des fonds. On en parle souvent avec Guillaume pour les startups, parce qu'il y a une phase qui est importante pour que ces technologies issues des laboratoires deviennent concrètement des solutions dans les entreprises. Et donc, il y a une articulation quand même aussi financement privé et financement public qui, à un moment donné, est essentiel si on veut aboutir demain aux leaders, à la souveraineté grâce aux entreprises. C'est quand même les entreprises qui, au bout du compte, vont construire cette filière d'hydrogène. Oui, je suis un humble observateur de l'émergence de cette filière. Depuis, je commençais à m'intéresser au sujet de l'hydrogène autour des années 2015-2016.
Et mon constat, donc on investit très tôt. J'ai coutume de dire, en fait, on ne finance pas des projets, on finance des entrepreneurs. Ce sont des personnes en fait qui développent les technologies et qui les portent, qui vont les vendre, qui vont bâtir les projets. La grande différence que je vois par rapport à cette époque de 2015-2016 et l'époque de maintenant, c'est le nombre d'entrepreneurs et la qualité des ingénieurs qui acceptent de pouvoir se lancer et de bâtir en fait le futur à partir sur ces technologies-là. Et là, on revient au rôle de la puissance et des pouvoirs publics. Le fait d'avoir dressé une vision et bâti de la visibilité dans le long terme a permis d'entraîner des jeunes talents ou moins jeunes, ou d'autres personnes, à se consacrer sur des sujets technologiques qui vont vers l'hydrogène. Effectivement, il y a des grands enjeux de rupture. Alors, j'aime pas le terme de rupture parce que voilà, je ne suis pas un de ces fervents partisans du fait que c'est la technologie en elle-même qui change le monde. Encore une fois, je reviens sur le fait des entrepreneurs. Mais on a besoin d'évolution technologique fondamentale si on veut imposer l'hydrogène comme un standard. Et c'est là que nous, on intervient pour essayer justement d'accompagner ces premières étapes, ces entrepreneurs qui ont ces convictions, qui ont démontré une certaine capacité à développer des choses et les aider à aller plus loin sur le marché. Donc, moi, je suis plutôt optimiste aujourd'hui quand je vois ce qui se passe et à la vitesse à laquelle les projets émergent et la qualité, encore une fois, qui se développe. Mais il y a encore, malheureusement, je pense, encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau macro. Et voilà, c'est tout l'enjeu qu'on se fixe sur les prochaines années. Alors, en sous-jacent un peu dans votre propos, on entend la notion de risque, et du coup, ça m'amène à une autre question qui est, on entend souvent comment peut-on dérisquer les projets. Alors d'abord, dérisquer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est se prémunir contre un risque technologique ou alors prendre en charge un surcoût? Voilà, donc on va peut-être un peu essayer de rentrer dans cette question-là, mais du coup, je vous laisse la parole là-dessus. Oui, je pense que un des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est logique, c'est quand on raisonne politique publique et filière, en fait, on veut raisonner le maximum d'impact et le maximum d'emploi, et donc on réfléchit gros. Et on ne peut pas rentrer dans le détail sur les tout petits projets de manière très micro à chaque fois. Et c'est là où c'est compliqué de faire le joint en fait, entre ces petites structures et ces entrepreneurs qui se lancent avec des technologies qui peuvent être prometteuses mais qui ont encore des choses à démontrer. Et ces projets qui sont déjà plus ou moins structurés et qui peuvent, eux, capter des financements beaucoup plus conséquents pour pouvoir développer des technologies. Donc, pour moi, l'enjeu est principalement de faire ce pont en fait, entre des personnes qui démarrent et qui développent des technologies et la suite. Vous voulez rebondir du coup? Alors nous, les risques, c'est très précis chez nous, et je rebondis sur ce que dit Guillaume. Dès lors, concrètement, ce que les SAT font d'ailleurs, on a tous le même process de gestion de projet. Dès lors qu'on détecte un sujet dans un laboratoire de recherche publique, en fait, pour le monter, alors ce qu'on appelle en TRL dans notre jargon, Technology Readiness Level, justement, on fait une trajectoire de développement technologique pour lever les verrous qui resteraient, les verrous scientifiques, les verrous technologiques, mais pas que, les verrous réglementaires, les verrous marché, les verrous propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'on a sur l'analyse des projets une grille de risque, le risque management du projet, où il y a le chercheur et l'entreprise qui accompagne ou le porteur de start-up. Quand c'est très en amont, c'est le chercheur au départ. Une étude sur tout ce qui est propriété intellectuelle, une étude sur le marché à adresser, les applications, etc. Et puis aussi la roadmap technologique. Et donc il y a vraiment une grille de notation, on classe des risques et on investit dans des projets. On le sait, les SAT, elles sont là pour ça, elles prennent des risques. Il y a des projets qui n'aboutissent pas, ou au premier go-no-go, on arrête. Voilà, on sait, les risques pour nous, c'est... projet par projet concrètement que l'on suit, et même quand on a transféré la technologie à une start-up ou une entreprise, elle aussi, elle prend des risques
pour implémenter les solutions et technologies qu'on aura transférées. David, du coup, la notion de risque côté BPI? Oui, bah alors la transition, merci, est parfaite parce que c'est vrai que nous, on intervient en général dans la continuité des projets qui viennent d'être décrits. Alors effectivement, le risque, bon, on ne va pas se raconter d'histoire, il est consubstantiel à l'innovation. Donc là, on est en plus sur une filière émergente dont le marché quand même reste à définir et avec forcément des activités de R&D importantes à mener. Donc moi, je dirais que sur la partie gestion du risque, en fait, c'est justement là que ça fait sens d'avoir du financement public. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de risque, quelque part, il y a des dispositifs, il y a de la dette, des financements assez classiques. C'est justement parce qu'il y a un risque qu'il faut qu'on donne le coup de pouce en finançant des projets. Ça ne veut pas dire qu'on finance tous les projets et ça ne veut pas dire qu'on prend tous les risques. Et c'est justement là que je pense que c'est important. Notre rôle en tant qu'opérateur, c'est justement de rentrer dans le fond des projets pour bien les comprendre, bien échanger avec les porteurs de projets, à la fois sur les risques technologiques, les verrous techniques, mais aussi les risques d'usage, les risques commerciaux, et pour ensuite être capable, et ça c'est un travail qui est fait en commun, être capable de construire un jalonnement, c'est-à-dire que finalement on va se mettre d'accord sur les conditions qui vont permettre au fur et à mesure de l'avancement du projet de valider le financement ou, alors c'est évidemment pas ce qu'on souhaite, mais c'est forcément quelque chose qui peut arriver et à laquelle il faut qu'on se prépare. S'il y a constat d'échec, être capable pour la puissance publique de se retirer pour contractuellement quand même avoir ces leviers-là. Donc oui, le risque, on en a besoin, on est là pour financer des risques. Après, je pense tout l'important, et c'est ce que font au quotidien les porteurs de projets, c'est justement la bonne évaluation des risques et d'avoir la bonne trajectoire de levée de ces risques. Merci David. Nicolas, est-ce que la vision du risque côté I24, qui est un peu différente probablement? Enfin, peut-être parce que je ne suis pas un pur financier historiquement que le mot de risque me semble toujours très ambigu, recouvrir plein de choses très très différentes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a un fonds infra, donc en principe, on investit dans des projets dérisqués qui ont des cash flows prévisibles. Inutile de dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans le secteur de l'hydrogène, donc on fait un peu semblant qu'ils sont dérisqués. Le risque, ça peut être tous les aspects. Ça peut être les aspects technologiques, est-ce que le truc ne marche pas, et puis surtout de la demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des montagnes d'analyses, énormément d'analyses de tout, jusqu'à ce qu'on soit tous épuisés. Ça permet de trouver des sujets, ça permet de se rassurer. Je pense que les industriels qui développent le projet font leur feed. Quand on voit qu'un Européen ne fait pas un projet industriel, ils sont dépensés entre 5 et 20 millions de feed d'ingénierie pour des gros projets. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Ça permet d'éliminer beaucoup de ce risque. Ça permet aussi un peu de se rassurer. Après, fondamentalement, il y a les politiques publiques, évidemment, qui jouent un rôle très important, on en a parlé. Et après, c'est les gens et la confiance. Je pense qu'il ne faut pas oublier, ça ne disparaît pas, ce truc-là. Donc, est-ce que vous faites confiance dans l'équipe qui développe votre projet? Est-ce que vous faites confiance dans la boîte qui est votre off-taker et qui ne va pas essayer de disparaître dans 5 ans? Est-ce que vous faites confiance dans la parole de la Commission européenne ou de l'État français qui dit qu'il aime l'hydrogène et vous dites dans 10 ans il l'aimera toujours et il supportera, il ne va pas arrêter le mécanisme à mi-chemin, comme ça c'est quand même parfois passé dans les renouvelables? Et puis à un moment vous dites en fait on a dit qu'on avait besoin de la transition énergétique, donc il faut arrêter d'hésiter, on y va. Et nous, on a créé un petit mécanisme particulier pour ça, c'est qu'on a créé un fonds qui est 100% hydrogène avec un horizon d'investissement limité dans le temps. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et ça aide à être un tout petit peu plus confiant que d'autres qui ont le choix de continuer à investir dans d'autres choses. Mais il y a quand même un acte de confiance et un acte de foi que tous les modèles Excel que vous voulez ou tous les mécanismes contractuels pour réallouer les risques à un autre partenaire qui est plus solide dans le projet ne réduisent pas à rien. Donc moi, je pense que ça reste. Mais c'est peut-être pas plus mal que les Européens redécouvrent un peu le goût du risque. Alors, nous, on va se positionner comme un investisseur avisé. Et comme un investisseur avisé, on va en fait challenger le profil de risque rentabilité des projets. Donc, on va mettre en face d'un profil de risque un profil de rentabilité attendu. Et on va dire que dans notre grille d'analyse du risque des grands projets qu'on regarde avec l'équipe, il y a une spécificité sur l'hydrogène quand même qui me semble importante de rappeler, c'est que
on a ces deux jambes un peu clés dans les modèles économiques que sont, petit 1, la jambe sourcing d'électricité, donc la capacité du projet et du porteur de projet à sourcer de l'électricité de façon compétitive et à arriver à en gérer le prix dans un contexte de nécessité de baseloading de cette électricité. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième jambe, c'est en face la certitude sur la capacité d'achat de la molécule qui sera sortie du projet de production d'hydrogène décarboné. Et en fait, on va regarder les deux et on va regarder s'il y a des mécanismes, soit des mécanismes de type pass-through qui vont permettre de dérisquer le projet en tant que tel et de faire passer une partie du risque à l'entité qu'on va appeler off-taker dans le jargon qui va acheter les molécules. On va aussi regarder si le partenaire est en capacité de structurer des choses un peu plus sophistiquées, comme des mécanismes de tolling ou péage en français, qui dérisquent le SPV de ce risque d'électricité qui est quand même assez spécifique quand nous, on regarde globalement les ENR plus largement et plus classiquement. Ça, c'est le premier sujet. Puis après, il y a les sujets plus classiques financement de projet, que sont les sujets de risque de construction, risque d'exploitation. Et ça nous amène quand même à un thème et une thématique importante qui est la capacité aujourd'hui à des acteurs de la filière industrielle à pouvoir proposer des contrats qu'on va appeler de type clé en main, qui vont du coup coûter potentiellement plus cher, des contrats EPC clé en main qui vont coûter plus cher, mais qui vont permettre d'assurer une protection sur le risque de panne de l'électrolyseur sur un temps long, et d'offrir des garanties qui soient aujourd'hui suffisamment, on va dire, protectrices pour permettre notamment de lever de la dette, de lever de la dette sans recours ou à recours limité. Élise explique beaucoup mieux que moi ce qu'on fait, parce qu'on fait exactement la même chose. On peut, sauf si vous souhaitez rebondir, sinon on peut passer peut-être à une question suivante. Je voudrais qu'on laisse un peu de temps également pour interagir avec la salle. Mais du coup, je vais me tourner quand même vers vous, Mathilda, puisqu'il y a un autre enjeu clé, forcément, c'est libérer les capitaux privés, libérer l'argent privé. Et la question corollaire, c'est comment l'écosystème se mobilise pour assurer la bancabilité des projets, puisque la notion de bancabilité est une notion clé dans la libération de capitaux. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la grille de lecture de bancabilité dans l'hydrogène, elle n'existe pas. Enfin, voilà, du moins, elle est en train de se construire. Parce qu'en général, cette grille de lecture-là, elle est définie par classe d'actifs. Donc, typiquement, dans l'énergie, vous avez les énergies renouvelables et le monde de l'oil and gas. Donc, sur l'hydrogène, on n'en a pas encore. Ce sera probablement un mélange des deux qu'il faudra, qu'on est en train d'inventer. Et aussi, même au sein de l'hydrogène, quand on regarde ce qui a été fait, et donc si on regarde les deux gros projets qui ont été financés l'année dernière sous format financement de projet, donc là on en avait deux, on avait NEOM, donc le projet d'ammoniac vert au Moyen-Orient, et H2 Green Steel, donc le projet d'acier vert en Suède. Même là, vous avez des choses complètement différentes, parce que pour NEOM, vous avez un contrat d'off-take avec un seul off-taker qui est Air Products à 30 ans, là où pour H2 Green Steel, vous avez une multitude de contrats d'off-take et pour des durées plutôt un peu plus courtes, aux environs de 7 ans. Donc même là, on a des choses qui sont aussi différentes. Et moi, je pense que du fait de la diversité des marchés et des débouchés, on aura aussi une grande diversité de structures. Dans tous les cas, les éléments clés que moi je peux donner, et là je pense que j'apprendrai rien de nouveau, c'est que les banques commerciales veulent avoir une visibilité sur la génération de cash flow. Donc on a ça avec des contrats d'off-take qui sont signés avec des contreparties d'une bonne qualité de crédit, sur une durée qui va essayer de matcher la durée de la dette. Et également les questions que nous on va se poser. On va aussi essayer de situer, de positionner le projet dans son marché. Donc on va se demander est-ce que le projet est compétitif,
Et la question sous-jacente étant de savoir, s'il y a quelque chose qui se passe mal, est-ce que le produit va être capable de trouver son marché? Donc là, on va voir où le projet se situe sur la courbe de prix. Et en fonction de la réponse qu'on va avoir, de là vont découler des exigences sur le contrat d'off-take qui seront plus ou moins lourdes. Donc, voilà pour la partie plutôt off-take marché. Et sinon, sur les aspects technologiques, donc là, on va regarder quels sont les intervenants, on va regarder quelles sont leurs compétences techniques, quelle est leur expérience. Mais dans tous les cas, l'analyse, elle se fait au cas par cas. Et dans tous les cas, les banques commerciales se font accompagner par un consultant technique qui va venir valider ou non les choix technologiques qui ont été faits. Et également, il y a aussi, en ce moment, on voit pas mal de chiffres sur le peu de projets qui atteignent le stade de décision finale d'investissement. Et je voudrais juste rappeler que souvent, ce n'est pas par manque de financement privé, que l'appétit il est vraiment là. Et souvent, c'est peut-être parce que les projets sont bloqués ou prennent un peu de temps à des stades antérieurs, notamment au stade de l'off-tech. Mais en tout cas, ce n'est pas on va dire la partie et le stade financement privé qui bloque. Et peut-être juste pour rebondir sur justement la partie bancabilité, parce que effectivement, vous l'avez bien compris, quand il a un financement public, c'est jamais qu'en cofinancement, en complément du gros du financement qui vient évidemment du privé. Alors la proportion elle est variable en fonction des projets, mais moi j'ai en tête certains projets extrêmement stratégiques sur lesquels finalement la part du financement public elle est relativement marginale en termes de pourcentage du budget. Par contre, c'est un label, le fait d'avoir été lauréat d'un appel à projet, par exemple, c'est un label, ça veut dire que c'est un projet qui a été évalué, qu'il y a des experts indépendants qui ont évalué le projet et qui ont validé le projet. Donc c'est peut-être là-dessus aussi que je voudrais insister, c'est qu'au-delà évidemment de la dimension financière de ce qu'apporte la subvention, il y a tout cet aspect label, projet validé, et je pense que c'est là où aussi ce type de dispositif a une valeur ajoutée dans le système. Guillaume, de votre côté? Oui, par rapport au financement bancaire, comme je l'ai dit, nous ils investissent principalement dans nos fonds. Nous, notre métier, il est de prendre des projets très tôt qui sortent sur des idées, des entrepreneurs qui ont une idée et un début de technologie et on doit l'emmener à structurer ce qui commence à être son entreprise avec les principales ressources clés, en vue d'avoir un pilote ou un démonstrateur, et après éventuellement d'aller pouvoir accéder à des financements plus importants. Et nous, à ces stades-là, on est beaucoup trop tôt en fait, parce qu'on n'a vraiment pas de visibilité, et souvent ce pilote ou ce démonstrateur forcément sera imparfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire derrière, et tout notre enjeu il est plutôt de dérisquer ces premières phases amont dans la structuration elle-même de l'entreprise et de ses principales composantes clés pour que la suite du projet puisse se développer. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir à nouveau sur cette question? On passe à la suivante. Alors j'avais une autre question à nouveau sur le rôle peut-être des grandes banques dans le financement de la filière hydrogène, donc à un autre niveau sur le déploiement. Peut-être Élise, pour commencer. Alors nous, on s'appelle la Banque des Territoires, mais on fait du financement en fonds propres. Mais néanmoins, je vais vous donner... je pense que Mathilda saura répondre bien mieux que moi à cette question-là, mais peut-être si on se concentre sur l'historique et ce qui est réalisé aujourd'hui. Il y a quelques projets, il y a peu de projets en exploitation dans le monde, et ceux qui sont financés, en fait, ils sont financés, c'est des projets qui ont 100% d'off-take, sécurisés sur 20 ans, avec un sourcing d'ELEC très cadré. Donc aujourd'hui, c'est des projets totalement dérisqués qui sont financés. Donc en fait, au fond, je pense que le travail que sont en train de faire les banques commerciales, c'est d'essayer de définir un peu les différents niveaux de risque, de DSCR associés, de gearing normatif associé à chaque type de projet selon son profil de risque. Par exemple, si je prends un exemple très concret, dans le secteur du stockage, c'est des sujets aussi sur lesquels on investit. On a une approche des banques qui est assez classique, qui est de dire
écoutez, nous, les projets de stockage où on a un contrat floré avec un agrégateur qui permet de rembourser la dette sur 20 ans, ils seront bien financés. Les projets qui ont une très grosse part de risque merchant, ils ne sont pas, voire ou moins bien financés. L'approche, elle est quand même assez binaire et c'est souvent les mêmes sujets qu'on retrouve et que Mathilda a évoqués, qui sont des sujets, on en a parlé, sourcing d'électricité, certitude sur l'off-take, sur la durée de l'off-take, sur le quantum d'off-take et sur les upsides potentiels. Et puis aussi regarder tout ce qui est classique dans le financement de projet, c'est-à-dire la capacité à dérisquer le SPV sur un stack qui s'arrête, le changement d'une pièce, les spare parts, la capacité du partenaire constructeur à avoir une entité pas très loin du projet qui est en capacité d'intervenir vite, parce qu'on n'a pas trop parlé de la technologie électrolyseur, mais c'est une technologie qui nécessite de pouvoir intervenir assez vite s'il y a un problème, puisque ça fonctionne en stack. Donc voilà, tout ça pour dire que ce sera une approche, je pense, assez classique, mais qui est en cours de définition par les banques commerciales. Mais Mathilda, tu veux peut-être compléter. Oui, c'est exactement ça. Nous, dans notre... dans notre rôle, il est multiple. Et là, je prends vraiment je ne parle pas seulement de CACIB, je parle aussi de tout le crédit agricole. Donc notre rôle, il est d'accompagner la filière hydrogène. Donc on a le volet investissement. Donc ça, c'est ce qui était fait avec l'investissement en fonds propres, avec divers exemples que j'ai cités au début. Il y a aussi l'investissement, les investissements que peut faire Crédit Agricole Assurance. Et là, je peux citer Crédit Agricole Assurance qui a investi dans E24. Et donc après, si on revient sur la partie financement et notamment sur la partie conseil, aujourd'hui, ce que l'on fait beaucoup, comme je disais au début, le plus gros de nos mandats, c'est du conseil en financement où on doit créer des structures bancables. Et là, il va falloir se montrer créatif, il va falloir aussi se montrer flexible et trouver des structures qui soient bancables. Nous, on a cette golden rule qui est celle que je disais sur la bonne visibilité et la génération des cash flows. Avec des bons contrats d'off-take. Après, c'est vrai qu'avec, on va pouvoir venir jouer sur ces exigences avec le DCR, avec le gearing, selon le confort que l'on a sur le produit et sur le projet et son positionnement dans le marché. Et nous, notre rôle, ce sera une fois que les projets arrivent à maturité, ce sera de les financer. C'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. David, allez-y, et puis après Nicolas. Oui, juste pour enfoncer le clou, parce que là, je suis complètement convaincu, et je pense que dans l'assistance, ça concerne aussi un certain nombre de porteurs de projets, de chefs d'entreprise. Nous, on a beaucoup de remontées, effectivement, quand même, depuis quelques temps, je dirais à peu près 2 ans, une forme de difficulté quand même à opérer des levées de fonds. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet collectif, qui est, alors, certes, la situation s'améliore par rapport à la situation, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années. Il y a peut-être une période d'euphorie il y a 3-4 ans, et puis là, on va dire qu'on revient avec des taux un peu plus normaux. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour moi, la levée de fonds, qui est un sujet qui doit être traité vraiment de façon collective. Et on est encore là, pour le coup, alors il y a plein de choses qui se passent plutôt bien dans tout ce qui est fait dans le pays. Par contre, là, on est encore en décalage, notamment avec le Royaume-Uni, sans parler des États-Unis. Et quand on voit quand même les besoins de financement, le besoin d'accompagner l'innovation, je pense que c'est un des leviers importants qu'il faut arriver aussi à déclencher rapidement. Je fais toujours un peu le nom financier de la banque, parce qu'en fait mes collègues expliquent ça infiniment mieux que moi, donc je ne vais pas rajouter. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Un peu 2 conclusions contradictoires, parce que tout ce que ça montre, c'est qu'en fait, il y a un temps incompressible pour développer des projets convenables, pour comprendre pleinement cette technologie qui aujourd'hui ne tourne qu'avec des très petites tailles. Imaginez comment ça va tourner quand on va tourner avec des très grandes tailles dans des contextes industriels. Recombiner ça avec d'autres briques technologiques pour faire des dérivés d'hydrogène. Il y a un temps incompressible là-dessus. Il y a un temps incompressible pour que le secteur financier, que ce soit en equity ou en dette, se donne d'outils qui parviennent à faire ça. Et il y a un temps incompressible des États pour voter des stratégies, puis des règles européennes, puis des transpositions nationales, imaginer des mécanismes de subsides, les faire autoriser par la Commission européenne en termes d'État, puis les distribuer. Il y a un temps incompressible.
Alors, on peut en tirer 2 conclusions. La conclusion, c'est qu'il n'y a aucune raison de désespérer. Et donc, en fait, le fait que l'hydrogène soit lent, ne soit pas, comme on l'avait dit, avec 10 millions de tonnes d'importés et nationales à la fin de la décennie, que ça va être très dur, hein, et qu'on n'a pas encore beaucoup de projets caféiques, c'est pas que l'hydrogène est moins bon que les autres, c'est le temps incompressible pour faire tout ça. Donc ça, c'est le message positif. Le message négatif, c'est que je ne sais pas comment on atteint les objectifs de 2030 à ce rythme-là. Parce qu'on n'est pas parti pour atteindre les objectifs 2030. Il n'y a pas de raison de penser que l'hydrogène est moins bon que les autres secteurs. Mais si on continue à faire comme on a toujours fait, à chacun dans son rôle, on sera en retard. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut un peu tous sortir de notre zone de confort et aller un peu au-delà de ce qu'on fait habituellement. C'est un peu ça, à mon avis, la question. Et il y a d'autres parties de la planète qui sortent un peu de leur zone de confort aussi. Il faut peut-être y penser. Alors, merci pour cette excellente transition, parce que j'avais demandé à chacun des panélistes de préparer un message clé sur le sujet de l'accélération, le passage à la décision finale d'investissement. Donc, est-ce que ton incompressible est sorti de la zone de confort, c'est le message que tu souhaites faire passer, Nicolas, ou est-ce que tu veux en rajouter? Alors, du coup, Catherine, allez-y, pour le message clé. Alors, je n'étais pas du tout au courant qu'il fallait préparer un message de conclusion et de mots-clés, donc je vais improviser. Bon, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que je parlerai aussi de la maturité du marché. Nous, on le vit vraiment entre quand on détecte une idée, une invention. Quelquefois, on imagine un potentiel. C'est vrai que le marché, souvent, notamment, tant pis, je emploie l'innovation de rupture comme terme, mais justement, par définition, une innovation de rupture, il n'y a pas de marché encore. Et donc, c'est vrai qu'il y a un laps de temps, il y a un temps, on est sur un travail de long cours. Et comme il y a quelques années, on avait sorti des projets sur les objets connectés, et en fait, le marché n'était pas mature à l'époque. Et puis, plusieurs années après, en fait, là, on a transféré un certain nombre d'inventions dans les entreprises, parce que le marché a été mature pour accepter. Et souvent aussi, il y a un terme de coût de nouvelles solutions qui souvent sont plus élevés. Et il faut rendre ce prix acceptable par les entreprises. Voilà, donc le temps est une notion importante. Oui, tout ce temps, effectivement, incompressible. Et en fait, la qualité dans laquelle on doit se présenter quand on veut pouvoir avoir accès et les choses qu'on doit démontrer, tout ça, c'est beaucoup d'investissement en amont, c'est beaucoup de temps et d'engagement et de ressources, de consultants, entre autres. Et en fait, tout ça, c'est vite des millions d'euros. Moi, mon petit mot là-dessus, c'est que, en fait, je prêche un peu pour ma paroisse, mais nous, UI Investissement, on est présent, on a 13 implantations régionales. Comme je l'ai dit, on gère des fonds principalement dans les territoires et en région. Et pour nous, là, on est assez exposé sur le sujet de l'hydrogène, parce que c'est un sujet de territoire par nature. Les projets hydrogène ne naissent pas et ne se développent pas à Paris. Or, le gros problème en France, c'est que l'accès au financement, je fais découvrir ça à personne, sont principalement situés à Paris. Et nous, pauvres bouseux de la campagne, on doit jouer avec finalement quelques centimes pour essayer de porter des projets jusqu'à ces stades où on peut avoir accès à des grosses ressources de financement. Et là, nous, notre enjeu, il est là, et on se bat tous les jours pour essayer de faire grossir la taille de nos fonds, pour avoir des capacités plus importantes, pour justement les emmener jusqu'à cette étape où on va pouvoir lever des gros fonds. Parce que des beaux projets à fort potentiel, on en voit, et malheureusement, on en a beaucoup trop qu'on a laissé au milieu du gué, faute d'avoir pu les accompagner jusqu'au bout. Moi, je me concentrerai sur les sujets français, puisque c'est notre zone d'achalandise côté Banque des Territoires, en disant tout de même que la France a de nombreux atouts sur le sujet de la production d'hydrogène décarboné, et la production d'hydrogène décarboné avec des unités de taille, de dimension importante, des bassins industriels bien identifiés, une électricité nucléaire en quantité et potentiellement plutôt compétitive. Et puis on a aussi, j'ai envie de dire, un souhait collectif
de travailler sur le sujet de la décarbonation de l'industrie dans ces bassins industriels, avec une acceptabilité qui est plutôt bonne quand on sait rassembler dans les tours de table des acteurs qui stabilisent ces projets sur le temps long. Je dirais que peut-être, comme l'a évoqué M. Brailly, comme les infrastructures, c'est un secteur qui est quand même très lié aux politiques publiques. Je pense que ce qu'on attend tous collectivement, c'est aussi ce signal avec la sortie de la mise à jour de la stratégie nationale et puis le lancement du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné. Alors, en guide de conclusion, j'ai envie de rebondir sur le thème des journées territoire hydrogène. C'est faire rimer décarbonation et réindustrialisation. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le vrai défi, et c'est là, je pense, qu'on verra qu'on a réussi collectivement, c'est justement arriver à ce que ces usines qui commencent à émerger produisent. Et donc, pour que ces usines produisent, évidemment, il faut qu'il y ait un marché. Ça, c'est incontournable et on l'a tous dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faudra aussi que nos produits soient compétitifs. Et donc, c'est là que c'est important et c'est là que le leitmotiv, c'est la compétitivité, ça passe par l'innovation. Je pense qu'on est tous convaincus. Et je rajouterais peut-être, en faisant le parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur la filière des batteries pour les véhicules électriques, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la Chine. Il y a un gros enjeu sur ces sujets-là, je pense, quand même d'arriver au niveau européen à avoir une forme de stratégie et de réglementation qui soit, entre guillemets, intelligente. C'est-à-dire qu'on définisse quand même des normes qui permettent à chacun de jouer sur un terrain d'égalité. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, il ne faut pas que la réglementation devienne un boulet et qu'elle freine les projets. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Mais il faut quand même qu'elle soit protectrice pour que les industriels qui produisent de façon vertueuse, de façon décarbonée, ne soient pas pénalisés par rapport à des industriels, par exemple asiatiques, qui, eux, n'auraient pas les mêmes contraintes. Et donc je crois vraiment qu'il y a un vrai enjeu de définir ces standards, notamment au niveau européen. Et pour le mot de la fin et pour le message clé à faire passer, je dirais qu'il y a un appétit très marqué de la part des banques commerciales, donc d'une part de la part du groupe Crédit Agricole, mais aussi je parle au nom je pense, de toutes les banques commerciales. Il y a un appétit vraiment qui est très marqué pour la transition énergétique et pour tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies dont fait partie l'hydrogène. Après, on n'aura pas forcément besoin que tout soit dérisqué, mais je dirais que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un minimum de visibilité, un minimum de stabilité, et notamment d'un point de vue réglementaire. Merci à tous. Alors, il nous reste 10 minutes, peut-être plus si vous souhaitez. Ce que je vous propose, c'est de poser quelques questions, enfin si vous en avez, à nos intervenants. Et je vais faire circuler un micro. Bonjour, Thomas Bleusville, journaliste pour Green Univers. Moi j'avais une question alors pour Nicolas Brailly, mais pas forcément que. C'est tout simplement comment on sort de sa zone de confort. Est-ce que c'est une question qui se pose spécifiquement pour la France ou plus largement pour l'Europe par rapport aux autres zones dans le monde? Merci. On peut peut-être prendre 2-3 questions. Alors j'en vois déjà 4, donc on fait un premier tour et après on répond d'un coup. Je ne sais pas, je n'ai pas de manuel. Ça marche pour chacun sortir de sa zone de confort. Je peux témoigner que chez nous, on a un certain nombre d'insomnies avant de prendre une décision d'investissement. Avec des hésitations, des hauts et des bas, pour être franc, parce que le modèle Excel ne vous dit pas oui, vous dit pas non. Mais bon, jusqu'à présent, je pense qu'on a chaque fois vaincu l'insomnie et dit oui. Donc c'est notre tentative de sortir de la zone de confort. Voilà. Après, je pense à la question, est-ce qu'un projet doit nécessairement, et ça vaut pour nous, ça ne vaut pas que pour les banquiers, mais est-ce qu'un projet doit nécessairement avoir 100% d'off-take pour partir? Je pense qu'aucune grande invention du monde n'était faite avec 100% d'off-take. Tesla n'avait pas 100% d'off-take, si je prends un exemple. Rien n'avait, et je pense que nos amis chinois n'ont certainement pas 100% d'off-take. Donc ça, c'est une vraie question. Alors,
nous, on est à cheval dans ça, parce que quand on a un fonds infra, en fait, on dit aux gens qui nous ont donné de l'argent, des fonds de pension, faites-nous confiance, on va le gérer comme un fonds d'infra, on va demander qu'il y ait 100% d'off-take. Après, on se dit, il faudrait quand même qu'on soit un peu courageux, qu'on accepte d'y aller sans 100% d'off-take. Et on joue avec ce genre de choses. Et je pense que chacun doit jouer un peu avec ce genre de choses. Mais je pense que si chacun ne fait pas un effort comme ça, on ne va pas y arriver. Et je pense qu'il faut de la constance. Parce que moi, ce qui me frappe, je suis désolé, ça me donne l'impression de taper sur le pouvoir public, mais ça vaut pour nous tous, c'est les questions de mode, quoi. Moi, je suis dans l'hydrogène depuis 2009. En 2018-2019, l'hydrogène a commencé en 2020, c'était le truc du siècle. Enfin, j'étais une star absolue. Tous mes copains me disaient, tu travailles dans quoi, toi? Ah, t'es le gars qui travaille dans l'hydrogène. Enfin, bon, star absolue. Et aujourd'hui, c'est un peu passé de mode, quoi. Après l'hydrogène, le gouvernement français, on va être les meilleurs du monde, 9 milliards. Hein. C'était un très beau coup lipsey parce qu'il y a une espèce de concours de beauté. Tous les États voulaient en faire plus, donc ça, c'était pas mal. Et puis après, c'était, ah non, l'hydrogène, c'est déjà un peu phasé. Maintenant, c'est les 50 sites les plus polluants. Vous avez déjà presque oublié que c'était le truc, les 50 sites les plus polluants. Et puis maintenant, c'est le CCS qui est le truc à la mode. Bon, si vous avez un peu d'ancienneté, vous savez que le CCS a été à la mode, était complètement en dessous. Bon, c'est un peu comme ça. Donc il faut aussi sortir de sa zone de confort, mais aussi être constant. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour nous les premiers. Ça vaut pour les banques. Ça vaut pour les industriels qui doivent garder leur stratégie. Ça vaut un peu, et en particulier pour l'État, parce que quand vous prenez un cours de finance de base, généralement, ce qu'on vous dit, c'est que la capacité particulière de l'État, c'est de regarder le long terme et d'être constant. Et j'espère que les États vont pouvoir regarder le long terme et rester constants et pas passer par des mouvements d'enthousiasme et de sur-pessimisme. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Abdeslam Adatigui, rédacteur en chef pour le magazine Hydrogénium. Je vais me permettre de revenir sur cette notion de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne nous enferme pas finalement dans une typologie de projet, et je vais oser le terme, conventionnel sur l'électrolyse, au détriment d'autres solutions alternatives qui seraient peut-être également plus compétitives à terme? Je fais 3 questions, comme ça on peut cumuler. Je vais juste me permettre de répondre rapidement parce que c'est un petit complément avec la question précédente. Je vais vous le faire. Mais en fait, moi, juste très rapidement, je pense qu'il faut qu'on se laisse tous collectivement, et ça, on va au-delà des financeurs, mais c'est de manière générale en France, la population, le droit à l'échec. Et quand on est sur un projet, il y a toujours cette notion de risque-rentabilité. On est sur un projet qui peut avoir l'hydrogène au sens large, une très forte rentabilité, et je ne parle pas que financière, je parle vraiment d'impact sociétal pour l'ensemble des enjeux du futur qu'on est en train de construire. Et on est dans un stade où on est encore très risqué. Donc par nature, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des échecs. Et le gros problème, c'est qu'on pointe trop souvent ces échecs du doigt, alors qu'au contraire, on devrait féliciter les personnes qui ont essayé, qui ont tenté, et essayer de tirer les leçons pour encore faire mieux la fois d'après. Et je pense qu'on passera un grand cap à partir du moment où, collectivement, on aura tous passé cette barrière psychologique. Parce que j'avais envie de demander une question, parce que quand on dit dérisquer, je trouve qu'il y a une question qu'on ne répond pas aux gens, c'est quel taux d'échec on accepte. Et on n'a pas, évidemment, on n'est pas dans la même place, donc on n'accepte pas le même taux d'échec. Mais par exemple, je ne comprends pas comment vous pouvez... Enfin, j'imagine que vous acceptez un taux d'échec relativement substantiel. C'est important de le dire, parce que sinon, on reste... Le mot dérisquer, c'est un mot un petit peu... C'est un euphémisme, quelque part. Nous, on est sur notre portefeuille historique, sur l'early stage, on est à plus de 50% d'échecs dans les projets dans lesquels on investit. Mais on vit avec, c'est notre métier. Voilà. Je voulais juste rebondir, effectivement, par rapport à la question sur la dimension... projet peu risqué ou technologie conventionnelle, attention quand même à la variété des technologies. Alors, vous avez parlé de l'électrolyse. Sur l'électrolyse, on a une variété de technologies. Il y a des gens dans la salle qui pourront en parler mieux que moi, et des technologies qui vont arriver à maturité à l'horizon 2028-2030. Donc là, il y a réellement des vrais enjeux d'innovation, de rupture. Et puis, il n'y a pas que l'électrolyse. Alors, c'est vrai que c'est peut-être la brique principale par rapport à la stratégie, mais il y a énormément de projets sur le territoire national de produire de l'hydrogène à partir de biomasse, de la pyrogazéification, etc. Donc, c'est quand même, moi, je trouve, un secteur dans lequel la variété des technologies est absolument, absolument incroyable.
Bonjour, donc Marion Henriet de CVE, on est producteur indépendant d'énergie renouvelable. Moi j'avais une question, j'entends l'idée d'avoir de la visibilité, une stabilité réglementaire, mais si on regarde 2 ans en arrière, en fait la stabilité réglementaire va plutôt vers de l'instabilité. Nous aussi on voudrait de la visibilité sur les marchés, de l'électricité, du CO2, ETS, etc. Au contraire, on voit aussi beaucoup de variabilité, de plus en plus de volatilité. Donc on est obligé de prendre des hypothèses, et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui rend des hypothèses acceptables pour vous sur la TIRUERT, le prix de l'électricité, le prix du CO2 ETS, la prolongation ou non du mécanisme de compensation indirecte. Enfin, on voit toutes ces hypothèses qui s'additionnent les unes en dessous des autres dans les BP, et donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille ensemble sur les bonnes hypothèses à prendre? Très bonne question. À quelle personne ne veut répondre? En fait, c'est ingérable quelque part cette complexité, mais on peut comme on la traite quand même projet par projet. Donc ça change un tout petit peu les choses. Donc si je sais pas, oui, j'ai un projet en tête où en fait si je fais toute la chaîne, il y a quelque part de l'ICC, donc il y a quelque part un IPCEI, il y a quelque part une subvention ADEME sur des stations, parce que c'est un projet de mobilité, et il y a quelque part de la TIRUERT. Bon, alors après, sur ce projet-là, les briques sont à peu près bien rassemblées. La question après que vous devez faire, c'est combien de temps elles vont durer, quoi. Donc après, pour être franc, sur ce sujet-là, je me souviens d'avoir demandé à quelqu'un dans un cabinet ministériel, ouais, mais la TIRUERT et la SIC, ça va continuer pour toujours ou ça va disparaître? Il m'a dit, la réponse qu'on m'a dit, c'est je pense que subventionner les carburants non fossiles par les carburants fossiles, ça va sans doute durer un peu au-delà de 2030. Et là, ici, je ne peux pas vous dire, parce que les règles d'aide d'État, c'est jusqu'en 2030, mais je pense qu'on continuera à subventionner l'électricité pour l'industrie lourde en Europe, et donc je pense qu'il en restera un bout. Et vous faites ça avec ça. Sur ce projet-là, on s'est dit, bon, on y va. Mais je peux vous assurer qu'en interne, on s'est dit, si tu n'as pas une assurance sur ça, on ne fait pas le projet. Bon, on a essayé, on ne l'a pas eu, on s'est dit, bon, allez, sur ce projet-là, on l'a au moins pour 5 ans, on y va. Mais globalement, c'est impossible. Ça va devenir fou. Moi, je passe ma vie sur les politiques publiques et tous les effets combinés sur un projet, c'est vraiment extrêmement dur et chacun est un facteur d'incertitude. Donc, à un moment donné, je reviens à ce que j'ai dit, bon, j'y vais. Oui, bonjour. Peut-être juste compléter, sans avoir la vision, on va dire, sur absolument tout, et notamment sur tous les mécanismes français qu'on a évoqués, je dirais qu'en Europe, les signaux sont quand même assez positifs et assez favorables. Parce que, par exemple, si vous prenez le projet H2 Green Steel, il s'inscrit dans un contexte européen où le UETS a été révisé, où le mécanisme... le CBAM est en train d'être mis en place. Donc on est quand même dans un contexte où on sait que globalement, on va être amené, pour l'exemple des H2 Green Steel, à payer de l'acier gris plus cher d'année en année, et où, par exemple, l'acier vert sera notamment amené à être beaucoup plus compétitif. Donc je dirais que dans le marché européen, on est quand même dans un marché qui est assez volontariste en termes de réglementation par rapport à la transition. Peut-être sur le sujet des hypothèses, alors tout dépend la taille des projets qu'on regarde, mais nous qui regardons des projets plutôt de taille importante, les hypothèses sont a priori pas sorties du chapeau. Il y a un off-taker qui propose un prix, il y a potentiellement un CAPEN signé avec EDF et donc un prix sur le sourcing de l'électricité, je parle des gros projets. Hein. Et en fait, il y a pas mal de choses qui viennent aussi des développeurs eux-mêmes, de ce qu'ils ont réussi à négocier, de la manière dont ils ont traité leurs différents coûts et dont ils les reportent à l'off-taker. Donc, classiquement, moi, je suis assez d'accord avec M. Barry, c'est ad hoc. Et pour les gros projets, en général, c'est pas des hypothèses, c'est des hypothèses qui sont quand même un peu crantées sur un temps a priori plutôt long.
Oui, Geneviève Caminade, donc je travaille à la direction de l'économie sur la filière hydrogène à la région Bourgogne-Franche-Comté. J'avais une question qui allait un peu dans ce sens sur H2 Green Steel. Moi, j'ai vu des analyses qui disaient que sur les stratégies de décarbonation de l'acier, la solution de décarbonation hydrogène décarboné est intéressante seulement dans un système où on a un prix du carbone élevé et une volatilité du marché carbone élevée. Sinon, c'est plus intéressant pour les industriels d'aller vers d'autres voies, notamment avec des CCS, d'autres énergies. Et bon, on avait entendu aussi, je crois, le responsable d'ArcelorMittal nous dire que, bon, même s'il avait des aides au CAPEX, il n'y avait pas de visibilité sur les OPEX. Voilà, c'était compliqué. Dans une activité où, a priori, il va y avoir des décisions que les industriels devront prendre parce que les hauts fourneaux sont vieillissants. Donc, je voulais savoir, en Suède, qu'est-ce qui fait que dans l'environnement suédois, on a pu prendre des décisions d'investissement à ce niveau-là, avec malgré tout une incertitude sur ces marchés? Il y a plein de choses, mais enfin, il y en a comme une fondamentale. C'est de l'électricité 8750 heures par an ou 1760 heures par an, extrêmement bon marché. Ça, c'est le fondamental. Donc, après, ils ont du minerai de fer juste à côté. Et après, le management est très, très solide, a extrêmement bien pensé son projet, a été très subtil pour aller chercher des off-takers, parce que c'est des off-takers sur base de réglementation volontaire, parce que c'est essentiellement des constructeurs automobiles et des constructeurs d'électroménagers qui sont engagés, mais c'est un engagement moral, c'est pas un engagement, c'est pas un règlement, de diminuer leur scope 3. Et que sur cette base-là, se sont rendus compte que acheter de l'acier décarboné, c'était la meilleure façon de réduire leur scope 3. Et sur cette base-là, ils ont accepté de prendre un certain nombre d'off-take. Mais il y a comme un fondamental qui fait la différence avec les projets allemands ou français, c'est le prix de l'électricité, parce que la France aime croire qu'elle a de l'électricité pas trop chère, mais enfin c'est comme 2 fois plus cher que l'électricité qui est dans le projet en Suède. Enfin, peut-être qu'avec des mécanismes de soutien, on descendra en dessous, mais il y a un fondamental là qui fait que ce projet n'est pas tout à fait reproductible partout dans les mêmes conditions, pour être honnête. Ok, on a pas mal dépassé le temps imparti, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, c'était intéressant et éclairant, donc je vous propose qu'on les remercie en les applaudissant. Et bonne journée.